Bonjour à tous, bienvenue à cet Art Café sur les addictions sans substance. Euh, Sujet vaste dont on parle souvent, dont on entend tout et parfois autre chose. C'est sûr qu'on vit dans un monde maintenant où de toute façon, depuis 2 ans, on est encore plus connecté qu'avant, où de toute façon, cette espèce de truc qu'on a en face de nous actuellement, on est obligé de vivre avec et de faire avec et de subir parfois les, les problèmes techniques et compagnie. Mais bon, voilà, on est obligé de vivre avec ça. Alors, les addictions, ça n'est pas que les écrans, mais c'est en ce moment ce dont on parle beaucoup. Et du coup, on va profiter de la présence de Madame Blin, qui est la directrice de Horizon Multimédia. Donc, elle va nous présenter son association, nous dire un certain nombre de choses qu'elle a préparées, de manière à préparer un petit peu quelques réactions, et on se prendra un quart d'heure à la fin vers 9h moins le quart pour se poser des questions, lui poser des questions, et on en a déjà quelques-unes qui ont été posées lors des inscriptions, mais de son intervention vont germer beaucoup d'autres questions. Voilà, donc on va lui donner la parole. Merci de couper vos micros pendant son intervention. Et si vous avez besoin, vous pouvez par contre mettre des messages sur la messagerie de Zoom, et on les lira au fur et à mesure. Voilà. Et bien alors, Madame Blin, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Arca Sud de m'avoir invité à partager ce moment avec vous autour de la thématique des addictions sans substance. Donc, Horizon Multimédia est une association, on a 25 ans d'existence et on intervient dans quatre champs: la formation, la prévention, la médiation numérique, et nous sommes aussi sur un laboratoire d'innovation et d'usage en santé. On intervient sur toute la région PACA et depuis 2 ans aussi en Corse, donc essentiellement sur Bastia. Nos interventions dans le champ de la prévention vont consister à accompagner les jeunes pour les sensibiliser sur ces questions d'usage numérique, mais aussi auprès des parents, puisque les parents sont les premiers éducateurs. Et on va également former infirmiers, médecins de l'éducation nationale, mais aussi hors éducation nationale. On va dire tous les professionnels de la santé et de la prévention. Et puis aussi, on a un grand volet autour des enseignants, puisque on voit bien aussi que ces écrans investissent les classes, etc. Donc, du coup, l'objectif, c'est aussi de former les enseignants sur les usages médiatiques et numériques chez les jeunes, et aussi, bien sûr, de façon globale, sur tout ce qui est addiction sans substance, parce que c'est eux, effectivement, qui des fois s'aperçoivent les premiers de ces problématiques, et du coup, il y a un lien qui peut être fait avec l'infirmière. Voilà, donc nous intervenons auprès de tous les publics. Je vous ai parlé des publics scolaires, mais on intervient aussi auprès des publics en situation de handicap, on intervient auprès des seniors, on va dire seniors, l'ensemble des publics. Donc, peut-être que je serai amenée à couper tout simplement la vidéo si jamais il s'avérait que la bande passante, bon, on est un peu tous connectés en ce moment sur Internet, et il se peut que des fois on ait des micro-coupures. Voilà, donc si je m'apercevais de ça, je serai amenée à couper la bande passante, que je pourrais réactiver bien sûr pour toutes vos questions. Alors, du coup, pour entrer un peu dans le vif du sujet, c'est vrai, vous l'avez dit, aujourd'hui, on est quasiment tous connectés. De toute façon, je crois qu'on n'a plus trop le choix entre, que ce soit pour nos activités professionnelles ou nos activités personnelles. Je formais hier un groupe d'enseignants, justement, et qui étaient assez réfractaires, justement, à l'utilisation de ces technologies. Et quand je leur disais, ce matin, pour venir, est-ce que vous avez utilisé votre GPS? Ils me disaient, oui, effectivement, plus des 3/4 des personnes présentes avaient utilisé leur GPS. Donc, vous voyez que
même si effectivement on veut essayer de se détacher de ces technologies, on voit bien qu'aujourd'hui elles sont omniprésentes dans notre vie du quotidien. Donc c'est vrai que justement, je vais refaire un petit laïus quand même sur qu'est-ce que sont les addictions sans substance. Elles sont regroupées justement sous l'appellation addiction, aux côtés justement de formes classiques, hein. Addiction aux substances psychoactives, peut-être que vous connaissez, hein, comme la toxicomanie, l'alcoolisme. Mais c'est vrai qu'on a une place de plus en plus importante, effectivement, qui est faite aux addictions sans drogue, qui sont appelées aussi addictions comportementales. Alors, certaines d'entre elles sont connues depuis plus longtemps, hein, comme le jeu pathologique et le jeu d'argent pathologique. Vous savez que depuis l'ouverture, effectivement, des jeux d'argent en ligne, hein, depuis mai 2010, justement, il y a des actions de prévention qui sont mises en place. Alors, ces actions ces addictions comportementales, elles ont fait l'objet de nombreux travaux de recherche, alors que d'autres plus récentes, comme la cyberdépendance, nécessitent encore, effectivement, d'être beaucoup mieux étudiées. Alors, comportant de nombreuses similarités avec, sur les plans cliniques, psychopathologiques, socio-environnementales et neurocognitifs, avec les addictions, effectivement, avec substance. Les addictions sans produit, elles peuvent se définir comme le résultat d'un processus interactionnel entre un individu, son environnement et un objet externe, un comportement à disposition de tous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aucun consensus qui existe, hein, pour établir une liste précise des différentes formes d'addiction comportementale. Seuls aujourd'hui, les jeux d'argent et jeux vidéo pathologiques, ainsi que les troubles du comportement alimentaire, sont reconnus comme des addictions dans certains manuels diagnostiques. Voilà, il me semblait important qu'on pose déjà le contexte au départ pour pouvoir après commencer à parler de... Alors, je vais parler de toutes les addictions sans substance, mais au moins celles avec qui nous travaillons aujourd'hui. Alors, on va commencer par le jeu d'argent et de hasard, hein. C'est vrai, le jeu d'argent pathologique, hein. En France, justement, il y a de nombreux jeux de hasard et d'argent qui sont disponibles sur le marché. Il est ainsi possible donc de jouer sur Internet ou dans les espaces de jeu à des jeux de loterie, hein, comme le loto, les jeux de partage, le rapido, certains d'entre vous en connaissent déjà pas mal, à des jeux de casino, hein, comme les machines à sous, la roulette, bien sûr, qui est interdite en France sur Internet, mais aussi aux paris hippiques et sportifs et au poker. Alors, tous ces jeux, bien sûr, nécessitent une mise d'argent, hein, qui est irréversible. Et le résultat repose en partie à la fois ou en totalité, même sur le hasard. Et on voit bien justement l'augmentation aussi de ces paris sportifs chez les jeunes, et notamment là, à l'approche de la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Qatar, hein, la Coupe du Monde de football. Il est prévu justement, hein, selon les études de l'autorité nationale du jeu, il est prévu qu'un tiers des Français aujourd'hui vont suivre donc la Coupe du Monde de foot et vont aussi parier. Donc, ces jeux d'argent et de hasard aujourd'hui très utilisés chez les jeunes. En 2020, pour vous donner quand même quelques chiffres, hein, qui peuvent être intéressants, en 2020, donc, il y a eu l'euro, hein, ça a généré donc 435 millions d'euros de mise en ligne. Vous voyez, donc, c'est des chiffres qui sont assez importants. La Coupe du Monde en 2018, ça avait enregistré 366 millions d'euros. Voilà, donc les parieurs sportifs, bon, sont principalement des hommes de moins de 35 ans, environ 70%, et le montant moyen des mises mensuelles est de 240 euros. Donc, vous voyez comme nous sommes des grands parieurs quand même, hein, en France. Et c'est le foot aujourd'hui qui enregistre le plus de paris, suivi du tennis et du basket. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, les Français ont prévu de parier, bien sûr, lors de cette rencontre, effectivement, et le chiffre va rester en légère augmentation par rapport à ce qui a été fait lors de l'Euro 2020. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui s'est démocratisé, puisque les jeunes aujourd'hui parient en ligne, même si on sait que c'est interdit, bien évidemment. Alors, pour cela, il y a une campagne, je ne sais pas si vous êtes informés, mais il y a une campagne donc, qui paraît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, « T'as vu, t'as perdu ».
la campagne de prévention sans fil. Je vous invite donc du coup à aller regarder cette campagne qui est proposée. Alors, l'Observatoire des jeux, effectivement, a souhaité mettre en place cette campagne qui va être diffusée sur tous les réseaux sociaux, alors notamment ceux les plus utilisés chez les jeunes, hein, TikTok, Instagram, par exemple, Snapchat. Et il va y avoir aussi une campagne d'affichage dans le métro parisien et une campagne sociale sur Snapchat. Voilà, donc normalement, une campagne qui va être très diffusée justement pour mettre en place des actions de prévention, éviter que trop de jeunes et d'adultes aussi s'endettent autour de cette prochaine Coupe du Monde au Qatar. Alors justement, quel type de prise en charge pour ces jeux d'argent et de hasard? Eh bien, déjà, on peut se faire exclure, bien sûr, interdire des casinos, hein, ainsi que des sites, bien sûr, Internet. C'est valable à la fois dans les casinos, mais aussi sur les sites de jeux. Et puis aussi, cette interdiction, elle a une durée donc, de 3 ans minimum. Donc ça, effectivement, c'est une démarche volontaire, bien évidemment, des joueurs. Ce qu'on peut préconiser aussi sur ces jeux d'argent, c'est de ne pas dépasser ses limites, quoi. C'est fixer la somme d'argent que l'on veut jouer avant même de commencer. C'est contrôler aussi le temps que l'on souhaite passer à jouer, bien évidemment. Et c'est vrai que quand on joue à un jeu d'argent et de hasard, c'est un peu comme quand on est connecté sur Internet aussi, c'est très facile d'oublier le temps. Alors, jouer seul en ligne dans les casinos ou dans les cercles de jeu, ça va accentuer bien sûr ce phénomène. Alors, les joueurs qui passent trop de temps sur ces jeux-là, bien sûr, se coupent de leurs proches, bien évidemment, dorment moins, deviennent irritables lorsqu'ils ne jouent pas. Et c'est vrai que pour préserver sa santé, bien sûr, il est important de ne pas s'isoler. Alors, limiter le temps de temps que l'on passe à jouer, limiter la fréquence à laquelle, effectivement, on joue. Et puis, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de vous faire accompagner. Alors, troisième point hein, sur les préconisations, ne pas chercher à gagner votre vie grâce au jeu. Et or, on se rend compte aussi que ce sont les personnes CSP-, hein, effectivement, qui ont le moins de revenus, qui vont surtout s'engager. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est déjà que j'ai peu d'argent, mais justement, peut-être, je vais tenter ma chance et peut-être que je vais pouvoir gagner plus. Et on voit très facilement ces populations-là qui vont très rapidement s'endetter. Alors, qu'est-ce qu'on va leur conseiller aussi? C'est de garder d'autres sources de plaisir, hein, bien sûr. Il ne faut pas que le jeu d'argent devienne une priorité, hein, mais on sait aussi que c'est toute cette excitation que peut apporter le jeu d'argent et toutes les sensations que ça va apporter, bien évidemment. Alors, si on sent qu'on se déconnecte des autres activités, ça doit être aussi le signe d'alarme que l'on doit avoir à un moment donné. Pourquoi est-ce que, effectivement, je n'ai plus d'autres sources d'intérêt et pourquoi, effectivement, je vais jouer de plus en plus? Alors, moi, c'est important aussi parce que ces sites de jeux d'argent et d'hasard nous apportent ce qu'on appelle le flow. Hein, le flow, c'est-à-dire qu'on est complètement captivé par l'activité que nous faisons et ça nous empêche effectivement d'être troublé par tout ce qui peut se passer un peu dans le monde, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu anxiogène avec tout ce qui se passe dans le monde. En fait, d'être complètement absorbé par ces jeux d'argent, et ça nous met dans cette situation de flow et du coup, on oublie un peu tout le reste. Voilà. Mais cette situation de flow, aussi, on peut la trouver en faisant d'autres activités et c'est à nous, en fin de compte, d'identifier qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir. Hein. Alors, ça peut être s'inscrire dans un club de sport, hein. Ça peut être effectivement avoir tout autre type d'activité. Et je crois que c'est à nous aussi, professionnels, effectivement, d'amener les personnes, les jeunes comme les adultes, à découvrir ce qui pourrait leur faire plaisir dans leur vie pour aussi éprouver donc cette sensation de flow et développer bien sûr nos hormones de bien-être, de plaisir comme l'ocytocine, bien évidemment, et autres types, sérotonine, bien évidemment, et autres types d'hormones qui vont nous permettre aussi d'éprouver cette sensation de bien-être. Parce que quand ils jouent au jeu, ils éprouvent aussi cette sensation de bien-être et de plaisir. Alors, bien sûr, on va les inviter à
à ne pas utiliser les sites illégaux, hein, parce que un grand nombre, bien sûr, de ces sites échappent à la réglementation et développent des pratiques agressives, hein, aussi pour vous faire jouer. Et puis, d'éviter, bien évidemment, de suivre certains influenceurs qui vont vous inciter à jouer à ces jeux d'argent et de hasard. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces influenceurs sont payés, bien évidemment, au plus vous perdez et au plus eux sont rémunérés. Donc, ces influenceurs qu'on va trouver sur les plateformes les plus utilisées chez les jeunes, hein, je vous ai parlé de TikTok, d'Instagram, de Snapchat, etc. Donc, ils sont payés, eux, effectivement, pour vous inciter à jouer et vont vous donner un certain nombre de conseils, bien évidemment, erronés, et vont mettre en avant, parce que bien sûr, de temps en temps, il y en a qui gagnent, hein, bien évidemment, et donc ils vont mettre en avant toute une campagne publicitaire par rapport à ceux qui ont gagné quelques euros, en tout cas. Et toute cette campagne va être mise en avant à partir de ces 2, 3, quelques joueurs qui vont gagner, et tous les autres, bien évidemment, au plus ils vont perdre, au plus les influenceurs vont être rémunérés. Alors là aussi, bien sûr, il y a de nombreux professionnels de santé qui accueillent dans les centres de soins, Alexapa que vous connaissez, les consultations de jeunes consommateurs, bien évidemment, mais aussi les maisons des adolescents pour les plus jeunes, les réseaux espaces santé jeunes, qui vont accueillir, bien sûr, les personnes qui vont souffrir de jeux d'argent pathologiques. La prise en charge, elle est souvent généralement biopsychosociale. En plus d'une prise en charge psychologique et médicale, ces lieux vont permettre aussi de rencontrer des assistantes sociales qui vont aider, bien sûr, ces personnes sur la gestion de leurs difficultés et aussi de leurs dettes, parce que malheureusement, il faut aussi parler de dettes. Les entretiens, qu'ils soient individuels ou en groupe, peuvent s'appuyer sur différents modèles psychothérapeutiques, psychothérapie de soutien, d'entretien motivationnel, des thérapies cognitives, des thérapies comportementales, psychanalytiques, des approches familiales aussi, parce que l'idée, c'est d'accompagner aussi les familles qui se trouvent aussi confrontées face à un proche qui s'endette et qui est complètement immergé dans ces problématiques-là. Donc, voilà, des hospitalisations peuvent être aussi proposées, mais c'est vraiment à la marge aujourd'hui. Moi, je vous invite en tout cas à rejoindre le réseau national pour la prévention et le soin du jeu pathologique, parce que vous allez avoir aussi toute une bibliographie que je pourrais vous faire passer par le biais d'Arca Sud, justement, une bibliographie qu'ils pourront vous transmettre. Voilà, donc j'ai essayé de résumer au plus rapidement possible, mais vous donner quand même les éléments les plus importants concernant le jeu pathologique, le jeu d'argent pathologique. Et puis, on va aborder effectivement une deuxième thématique maintenant qui est le jeu vidéo. Alors, c'est vrai que l'addiction aux jeux vidéo a commencé avec la plaisanterie de Ivan Goldberg, en fin de compte, qui était psychiatre, hein, qui a créé en 1993 l'Internet Addiction Disorder. Donc, excusez-moi pour mon anglais, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément un très bon anglais, mais j'essaie de le dire le mieux possible. À la suite, bien évidemment, il y a eu Kimberly Young, hein, qui est psychologue, et Mark Griffiths, qui est psychologue spécialisé donc dans les dépendances, qui lancent chacun de leur côté la recherche académique sur l'addiction aux jeux vidéo, en faisant tout simplement un parallèle entre le trouble lié aux jeux d'argent et de hasard et les comportements excessifs associés à l'Internet ou aux jeux vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par vous présenter d'abord les jeux d'argent, hein, pour qu'il y ait une cohérence. Alors, la très grande majorité, justement, des publications sur l'addiction aux jeux vidéo repose sur une démarche confirmatoire, on est d'accord, hein, obtenir des informations pour confirmer des hypothèses. Alors, le biais de cette méthodologie met largement en doute l'hypothèse selon laquelle les jeux vidéo pourraient être la cause d'une addiction. Alors, les études longitudinales aujourd'hui nous permettent bien sûr de mieux explorer cette éventuelle relation causale, mais on s'aperçoit effectivement que c'est extrêmement rare. Alors, cette définition du trouble donc de l'addiction pose également un problème,
car elle pathologise effectivement n'importe quelle activité pour laquelle une personne a un engagement fort. Et on sait qu'à peu près 90% aujourd'hui des jeunes jouent aux jeux vidéo. Même si l'âge moyen du joueur de jeux vidéo aujourd'hui est de 39 ans, énormément aussi de jeunes jouent aux jeux vidéo. Alors, en résumé, on va dire que s'il est évident pour certains joueurs de jeux vidéo présentent des difficultés personnelles, rien aujourd'hui ne permet d'affirmer que ces difficultés ont une conséquence, bien sûr, sur la pratique des jeux vidéo. Mais, bien évidemment, je vais vous parler aujourd'hui de la reconnaissance, bien sûr, du jeu vidéo, hein, le trouble du jeu vidéo depuis quelques années. Alors, juste quelques chiffres, hein, un peu comme j'ai fait pour les jeux d'argent, hein, 58% de Français aujourd'hui jouent au moins une fois par semaine à des jeux vidéo. La France, quand même, se situe au premier rang européen du nombre de gamers. D'accord? Cette pratique concerne aussi bien les adultes que les ados et les enfants, tous en quête de bien-être, mais on doit aussi, bien sûr, s'inquiéter d'un risque sur la santé. Et notamment, pour ça, je me suis appuyée sur le SEL, SE2L, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Alors, parmi justement les pays les plus joueurs au monde, on va retrouver les Philippines, qui se placent en première avec 96% des plus de 16 ans qui jouent aux jeux vidéo. On va retrouver ensuite la Thaïlande et l'Indonésie. Et la moyenne mondiale est située à 83%. Vous voyez, la France, donc, n'est qu'à 28%. Alors, le temps aujourd'hui de moyenne donc, des joueurs vidéo, c'est de 7 heures à peu près. C'est le temps moyen que passe chaque semaine. Bien sûr, les enfants, eux, vont passer beaucoup moins de temps, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils vont y passer des fois entre 3 et 4 heures, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est très important encore. Alors, ces jeux vidéo, on dit aussi, avant de parler de l'impact sur leur santé, bien évidemment, on dit aussi qu'ils développent des capacités cognitives. Et justement, il y a eu des efforts de recherche qui se sont consacrés justement aux jeux vidéo et sur les aspects positifs des jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo ont bien sûr des éléments positifs sur le développement chez les jeunes, car ils vont contribuer au développement de leurs compétences cognitives, affectives et sociale. Le jeu vidéo va participer au bien-être de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il va apporter aussi des émotions positives. Il va bien sûr les aider à réguler leurs émotions et aussi à se relaxer. On voit des jeunes qui nous disent effectivement, mais moi quand je joue aux jeux vidéo, je me détends. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le flow, c'est-à-dire ça me procure aussi du bien-être. J'oublie un peu mes soucis, quoi. Et lorsqu'on considère justement les temps de jeu, les personnes qui ont des troubles le plus importants, ce sont celles justement qui ne jouent pas et celles qui ont un temps de jeu vidéo par rapport à celles qui ont un temps de jeu vidéo plus important. Pour les autres, les jeux vidéo est plutôt associé à une bonne santé mentale, mais l'ensemble de ce qui précède, de ce que je viens de vous dire, suggère que les jeux vidéo sont utilisés comme des régulateurs de vie émotionnelle, bien évidemment, sociale et cognitive, et non pas effectivement comme un endroit où on va se réfugier et où on va abandonner bien sûr toute autre activité. Alors bien évidemment, ces jeux vidéo, ils peuvent avoir aussi un impact sur notre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Bruno Rocher nous précise effectivement qu'il y a entre le taux de prévalence entre 1 et 2% justement qui peuvent présenter donc des troubles addictifs. Ce qu'il nous précise aussi, c'est qu'il reçoit bien sûr dans son cabinet des gamers qui jouent près de 14 heures par jour, des passionnés qui ont trouvé refuge en ligne et auprès bien sûr de toute une communauté virtuelle. Et c'est vrai que du coup, ils ont perdu pied aussi avec la réalité. Mais pour accompagner, bien sûr, tous ces jeunes et ces familles au sein aussi d'Horizon Multimédia, on voit bien que ce qu'ils nous disent, c'est que souvent, il y a des problématiques de dynamique familiale, quoi. Ils ont ces jeux vidéo et de fait, ils vont aussi avoir une reconnaissance de la part de leur père, tout simplement, notamment s'ils sont chefs de guilde et que du coup, ils sont valorisés et qu'ils ont aussi des missions à accomplir, des missions pour lesquelles ils sont reconnus aujourd'hui. Donc, on voit bien que souvent,
liées à une problématique personnelle, une problématique aussi de dynamique familiale pour laquelle il va falloir investiguer justement le pourquoi avant effectivement d'aller vers un accompagnement plutôt pathologique, quoi, un accompagnement qui serait plutôt lié à de l'allopathie. Alors, justement, Bruno Rocher nous dit aussi que 55% des addicts aux jeux vidéo souffraient d'autres affections, 38% avaient des troubles déficitaires de l'attention, de l'hyperactivité et 29% avaient des troubles anxieux et généralisés. Pour avoir formé dernièrement un groupe de pédopsychiatres, il nous parlait aussi de l'augmentation justement de troubles anxieux chez les jeunes. Alors, c'est sûr que suite après Covid, on voit bien qu'il y a eu cette augmentation des problématiques liées à la santé mentale, mais on voit bien aussi que souvent, il nous disait que ces jeunes allaient trouver refuge dans ces jeux vidéo parce qu'ils étaient extrêmement anxieux par rapport à ce qui se passait aujourd'hui dans notre société et tout ce qu'on entend, notamment lié aux guerres, à tout ce qui est lié aussi à l'énergie, à notre environnement, notre écologie, etc. Donc, on a des jeunes de plus en plus anxieux qui ont besoin de s'évader. Et les jeux vidéo peuvent être un endroit où ils peuvent aujourd'hui s'évader. Alors, nous, quand on va intervenir aujourd'hui, on essaie effectivement de travailler avec les jeunes le développement des compétences psychosociales qui agit aujourd'hui comme un véritable déterminant au niveau de notre santé, qu'elle soit physique, psychique et sociale. Et ça va permettre bien sûr aussi de développer la réussite éducative. Alors justement, c'est très récent, le 19 août 2022, donc très récent, le gouvernement a publié une instruction interministérielle justement pour la mise en place d'une stratégie qui doit durer jusqu'en 2037 sur le développement de ces compétences psychosociales chez les enfants et chez les jeunes. Donc, aujourd'hui, dans les établissements scolaires, alors, bien sûr, on en est toujours à la formation des professionnels, mais il y a un certain nombre de programmes probants aujourd'hui, reconnus par Santé publique France, qui permettent de développer dans les établissements scolaires des projets développant les compétences psychosociales, justement pour réduire les conduites à risque liées à ces addictions sans substance, mais aussi, bien sûr, avec substance. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette addiction? Comme on a dit, c'est souvent une blessure profonde, un sentiment de vide. La personne qui va chercher inconsciemment à remplir ce sentiment de vide par le produit ou le comportement. Alors là, on parle des addictions sans substance, donc ça va être par le comportement. En tout cas, souvent, ça vient masquer une souffrance psychique. Le comportement va venir anesthésier ses émotions pour lui éviter de souffrir. Alors, comment mettre fin à une addiction? De la même façon un petit peu que les jeux d'argent et de hasard, une prise en charge qui peut être psychologique, qui va se baser sur une psychothérapie individuelle centrée sur les vulnérabilités psychologiques. Et puis, c'est vrai que tous les rapports préconisent effectivement la thérapie cognito-comportementale, les entretiens motivationnels. En tout cas, il va falloir aussi, nous, professionnels, permettre aux jeunes de trouver d'autres centres d'intérêt que les jeux vidéo. J'attire aussi votre attention que tous les jeux vidéo ne présentent pas effectivement des problématiques. Seules 2 catégories de jeux aujourd'hui sont reconnues comme potentiellement addictifs. Ce sont les jeux, les FPS, First Personal Shooter, donc les jeux de tir. Peut-être vous connaissez certainement Call of Duty, donc on va jouer à la première personne, donc on va devoir accomplir un certain nombre de missions. Et puis, vous avez les RPG, Role Player Gamer, qui sont les jeux de rôle. Peut-être vous connaissez GTA, ou vous avez peut-être aussi entendu parler de WoW, World of the Craft, tout simplement. Et là, effectivement, pourquoi ces jeux sont potentiellement addictifs? Pour 4 raisons. C'est parce que déjà, c'est ce qu'on appelle l'infinitude. Ces jeux ne s'arrêtent jamais. Vous n'avez pas la possibilité de faire de la sauvegarde.
Donc, même si vous arrêtez de jouer, bah, le jeu, lui, va continuer à se poursuivre. Donc, d'où, effectivement, bah, l'importance d'y être en permanence. Et la deuxième raison, ça va être l'appartenance à un groupe. Et on sait aussi qu'à l'époque de la préadolescence, adolescence, il y a une véritable crise identitaire, donc important pour les jeunes d'appartenir à un groupe. Donc, aussi de parler de la même chose avec leur père, d'autant plus que je vous ai parlé de reconnaissance, hein, des fois de la part de leur père. Et puis le troisième point, ça va être aussi pas d'échec. De toute façon, même si on meurt, on va ressusciter, donc c'est important. Et le quatrième point, c'est toute cette dimension un peu de magie, de féerie. Vous avez des environnements de plus en plus féeriques qui permettent aussi aux jeunes de se déconnecter de la réalité, quoi. Aujourd'hui, les graphismes sont juste magnifiques et du coup, toutes ces sociétés d'éditeurs de jeux, justement, s'appuient aussi là-dessus. Ne pas oublier aussi que dans ces jeux-là, je vous ai cité ces 4 raisons, mais il y a aussi les loot box, hein, c'est-à-dire que dans tous ces jeux-là aussi, il va y avoir des petites récompenses qui peuvent arriver à n'importe quel moment du jeu. Donc l'idée aussi, c'est que nous soyons présents quand une proposition de récompense, un cadeau qui va arriver à n'importe quel moment. Donc ça nous amène aussi à être présents en permanence. Voilà. Donc, ces 2 catégories de jeux, effectivement, il y a eu une reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé d'un trouble du jeu vidéo hein, qui a été adopté par les 194 pays, donc États membres, pour permettre effectivement une prise en charge pour des jeunes ou des adultes qui auraient un trouble du jeu vidéo à partir de plusieurs indicateurs. Et justement, ces troubles qui pourraient avoir une durée de 12 mois. Voilà. Je pourrais aussi donner à Arcasud, bien évidemment, la liste de ces indicateurs pour qu'ils puissent vous transmettre effectivement tout ce qui est en lien avec cette reconnaissance du trouble du jeu vidéo. Alors, on va essayer de faire vite parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes avant les questions. J'ai bien noté. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le workaholisme, notamment avec ben oui, aussi avec le télétravail aussi, ça a pu effectivement développer effectivement ce type d'addiction. Bon, alors ça désigne un investissement excessif d'un sujet, bien sûr, dans son travail, avec une négligence, bien sûr, de sa vie personnelle. Alors, le taux de prévalence, puisque j'aime bien vous parler aussi de ça, pour qu'on remette les choses aussi dans le contexte. Alors, on me demande si j'ai des problèmes de connexion. Non, je n'ai pas de problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Oui? Bon, ok. Voilà. Donc, effectivement, la prévalence de l'addiction au travail, elle est très difficile à évaluer en raison de l'absence de définition vraiment universelle. Hein. Les méthodes d'évaluation aussi, elles peuvent être complètement différées d'une étude à l'autre. Alors, pour certains auteurs, l'addiction au travail concernerait plus particulièrement les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. En fait, une personne dit workaholic n'est pas dépendante au travail comme tel, mais plutôt à l'hormone de la dopamine qui va être sécrétée dans son cerveau, un peu aussi comme les addictions aux jeux d'argent et de hasard et les addictions aux jeux vidéo. Hein. Effectivement, on va développer on va produire de plus en plus de cette hormone, la dopamine. Hein. On va activer bien sûr le circuit de la récompense et au plus on va éprouver du plaisir et au plus nous allons avoir bien sûr ces shoots de dopamine et ça va provoquer bien évidemment cette sensation du plaisir chez nous et activer bien sûr ce système de récompense. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cette addiction au travail? Alors que le télétravail n'a fait qu'accélérer aussi le fait que nous soyons plus souvent derrière nos écrans. Alors déjà, un premier conseil, si je pouvais me permettre, c'est d'apprendre à déléguer et faire confiance à son équipe. Parce qu'on a aussi des personnes, effectivement, qui veulent absorber l'ensemble des tâches. Ça va nous permettre de nous focaliser sur les tâches les plus urgentes. La seconde, ça va être réduire les sources de distraction et éviter de tomber aussi dans le syndrome qu'on connaît tous, hein, de la réuniosité aiguë. Hein, voilà. Bien sûr, il va y avoir des prises en charge pour les salariés qui souffrent d'addiction au travail. Dans un premier
temps, ben, ça va être une intervention médicale, mais qui peut être accompagnée tout simplement par le service de la médecine du travail. Hein. Ça va être eux les premiers interlocuteurs qui vont nous permettre visiblement aussi de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est addict au travail aussi. Qu'est-ce que ça si on est addict au travail. Et voilà, ça peut être aussi une prise en charge, bien évidemment, par un addictologue. Et c'est vrai que depuis la loi aussi, justement, sur le fait que les employeurs doivent mettre en place aussi des outils qui vont nous permettre d'être déconnectés en dehors de nos heures de travail. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi éteindre, bien sûr, son téléphone portable lorsqu'on ne travaille pas, éviter d'avoir la messagerie professionnelle sur son téléphone portable. Voilà, il y a quand même on va dire, quelques habitudes à prendre pour éviter de tomber dans le workaholisme. Voilà. Effectivement, ça va nécessiter peut-être des aménagements. Nous, je peux vous parler aussi de notre expérience puisque nous avons installé aussi des logiciels qui font que lorsque le salarié a terminé son travail, par exemple, s'il termine à 17h30, les logiciels vont de suite être coupés, c'est-à-dire un salarié qui voudrait se connecter ne pourrait pas parce que effectivement, ça s'appelle le droit à la déconnexion et c'est à l'employeur aussi à mettre en place des outils qui, lorsque le salarié est workaholic, ben, du coup, vont l'empêcher de se connecter en dehors de ses heures de travail. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de respecter les horaires proposés par Arca Sud et puis je suis à votre disposition après avoir bu un verre d'eau pour répondre à toutes vos questions. Eh bien, merci beaucoup de cette intervention très claire, assez complète. Alors après, il y a encore d'autres addictions, hein, effectivement. On va voir un petit peu quelles sont les questions. Donc, on avait déjà un certain nombre de questions qui avaient été posées avant, mais a priori, on a un certain nombre de réponses dans votre intervention. On est effectivement preneur de tout ce que vous nous avez proposé, la biblio, tous les liens que l'on transmettra quand on transmettra le lien vers l'enregistrement de cet art café qui va être après mis en ligne. Mais du coup, oui, si vous pouvez nous envoyer tout ce que vous nous avez proposé, ça sera, je pense, assez intéressant pour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui émergent de la docte assemblée. Alors, juste, effectivement, il y a d'autres addictions comportementales, mais j'ai souhaité me focaliser sur déjà les deux addictions aujourd'hui les plus importantes autour des jeux d'argent et de hasard et bien sûr le trouble du jeu vidéo et le workaholisme parce que avec bien sûr ce Covid aussi, on a pris effectivement d'autres habitudes qu'il va falloir perdre. Tout à fait. La vraie vie, c'est aussi de voir les gens, de pouvoir les toucher. Donc, je vois pas de questions. Alors, effectivement, moi, j'avais donc quand même toutes les questions par rapport aux addictions au sexe et à toutes ces choses-là dont on parle beaucoup aussi par moment. Alors, c'est toujours pareil, hein. Toutes ces choses, c'est des choses dont on parle beaucoup parce que c'est médiatisé à un moment ou à un autre, c'est mis en avant parce que tel politique veut faire parler de lui. Enfin, on a toute cette médiatisation qui fait qu'on parle beaucoup à certains moments de certaines choses qui ne sont pas obligatoirement des problèmes pour la majorité des usagers ou des personnes, mais qui reviennent assez régulièrement. C'est vrai que dans la pratique, c'est pas la majorité des gens qu'on voit, heureusement, mais c'est vrai que c'est toujours assez interpellant d'avoir ces problématiques qui se posent, quoi. Ouais. D'autant plus qu'on voit bien tous les derniers rapports démontrent une augmentation de la prostitution des mineurs aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça, c'est aussi facilité par ces technologies et notamment le site internet, je ne sais pas si vous connaissez, OnlyFans ou Mime, aujourd'hui très, très, très utilisé. OnlyFans, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'OnlyFans déjà? OnlyFans, ça va permettre effectivement
de proposer donc à vos fans, hein, donc l'idée c'est des photos de parties intimes de vous, mais voire ça peut être aussi pour des fétichistes, par exemple, la photo de vos pieds. Et là, vous allez proposer, par exemple, un abonnement dont l'abonnement, on va dire le coût est de à peu près 5 € pour les abonnements les moins importants, qui peuvent aller jusqu'à 25 €, voire plus, on va en parler. Et du coup, vous allez donc proposer aux personnes qui le souhaitent donc de s'abonner à votre compte. Et en échange de ça, vous allez montrer des photos de vous intimes. Et donc, vous pouvez aussi, donc c'est l'offre et la demande, hein, parce que vous pouvez dire aussi, moi en tant que client, par exemple, je peux dire, bon, mais j'ai envie d'avoir une certaine partie de votre corps. Et par exemple, moi, je vais vous dire, ben, pour voir ça, il va falloir donc payer 120 €. Et vous, comme ça, vous allez pouvoir alimenter mon compte. Et donc, aujourd'hui, c'est très utilisé, bien sûr, par les adultes, mais aussi par les mineurs. Et ce n'est pas considéré comme de la prostitution, puisqu'il n'y a pas de consommation, si vous voulez. Juste, donc, sur je vois des photos. Et c'est très prôné par les influenceurs et aussi les artistes, les modèles, puisqu'il y a pas mal aujourd'hui d'artistes de cinéma, mais aussi de modèles, de mannequins, on va dire de mannequins, qui utilisent ça comme source de revenus et comme complément de revenus. Sauf que je vous parle aujourd'hui de millions d'euros. C'est-à-dire pour certains mannequins, ça se chiffre en millions d'euros, d'autant plus qu'elles ont énormément de fans qui les suivent. Derrière ça, vous avez des influenceurs qui vont accélérer ça. Et aujourd'hui, les mineurs disent, bah, écoutez, moi, si je peux gagner quelques euros, mon argent de poche, en publiant une photo de ma poitrine, après tout, pourquoi pas? C'est quelque chose de très facile, ça rapporte de l'argent et ça ne demande pas d'effort. Et voilà comment nous avons aujourd'hui une explosion de ces sites et OnlyFans notamment. Il explose parce que, je vous ai dit, c'est derrière les mannequins et les influenceurs qui en font vraiment une grande publicité. Alors, les parents sont souvent inquiets de leurs enfants jouer à des heures, à des jeux, crainte d'addiction. Comment les rassurer? Comment permettre un dialogue quand le parent ne vit pas dans ce monde? Alors, oui, les parents, bien sûr, sont inquiets, mais ce que je dis avant tout, moi, aux parents, en tout cas, ce qu'on préconise, c'est aussi de bien connaître à quoi jouent leurs enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dispenser aujourd'hui de savoir quelles sont les activités vidéoludiques de nos enfants. Comme on s'intéresse à ce qu'ils peuvent faire dans le champ du sport, de la culture, etc., on ne peut pas se dispenser de ça. Donc, déjà, d'échanger. Je crois que la communication par enfant, aujourd'hui, elle ne doit pas se faire à travers des SMS, mais elle doit se faire aujourd'hui de façon physique. Hein. Et donc, du coup, de s'intéresser à quoi est-ce que tu joues. Donc, déjà, repérer si ce sont des FPS, des RPG, bien évidemment. Et puis aussi, vous avez une plateforme qui existe qui s'appelle Pédagogeux. Donc, Pédagogeux vous invite à retenir le nom de ce site. Et sur Pédagogeux, vous allez avoir la liste des jeux vidéo et quels vont être, bien évidemment, les PEGI. Alors, PEGI, est-ce que ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça va être une norme européenne, justement, qui va être inscrite sur chaque boîte de jeu, 3, 6, 9, 12, 16, 18. Et ça veut dire interdit au moins de 18 ans ou interdit au moins de 16 ans. On a eu une énorme avancée ces 2 dernières années, parce qu'avant, c'était ne pas conseiller avant l'âge de 18 ans. Maintenant, c'est interdit avant l'âge de 18 ans. On est d'accord? Même si on sait que ce n'est pas souvent respecté, bien évidemment, mais en tout cas, ça le mérite d'exister. Voilà. Donc ça, on peut conseiller aux parents de respecter la norme PEGI et aussi l'ensemble des pictogrammes qui sont associés à cette norme PEGI. Donc, dans ces pictogrammes, vous allez avoir bien sûr la nudité, vous allez avoir la discrimination, la violence, bien sûr aussi ici, effectivement, il y a des micro-paiements, bien évidemment. Donc, un certain nombre de pictogrammes aussi auprès desquels les parents doivent voir effectivement si ce jeu est adapté à l'âge de l'enfant. Et puis, partager un temps de jeu. Vous pouvez partager avec vos enfants, effectivement,
même si c'est un FPS, un RPG. Pourquoi? Parce que ça va permettre de mieux en parler. Si on ne sait pas à quoi il joue, on va tout de suite dire c'est nul, faut pas le faire. Et du coup, on va faire ce fameux biais cognitif, hein, la politique de l'autruche. Et du coup, on va se désintéresser. Quand on se désintéresse, il n'y a plus de communication et on ne sait plus ce que nos enfants font derrière ces jeux vidéo, puisque vous parliez de sexe tout à l'heure aussi. Effectivement, c'est aussi à travers ces plateformes de jeux vidéo qu'ils peuvent être aussi interpellés par des adultes. On ne sait pas qui se cache, bien sûr, sur ces plateformes. Ils peuvent être aussi interpellés, bien sûr, par des adultes, mais aussi, si je fais le lien avec ces questions de radicalisation, par exemple, ils peuvent être aussi contactés par des recruteurs. Donc, ce sont aussi des canaux de communication utilisés par des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Donc, de façon générale, je dirais qu'il faut s'intéresser aux activités de nos enfants, les partager pour mieux les comprendre et bien sûr, aller sur ces sites que je vous ai indiqués, notamment Pédagogue, pour avoir aussi une meilleure connaissance de qu'est-ce qu'il existe. Vous savez, souvent, je pense à GTA aujourd'hui, qui est un des jeux les plus utilisés par les jeunes et les adultes, on est d'accord. Souvent, les jeunes vont dire aux parents, ben oui, c'est un jeu de voiture. Bon, effectivement, il y a des courses de voiture, mais il y a aussi des deals de drogue, mais il y a aussi des scènes de prostitution, il y a aussi tout ça dans GTA. Et si l'enfant, bien sûr, veut jouer, il ne va pas le dire à ses parents, on y trouve tout ça. Je veux dire, on a tous été gamins, on a tous menti à nos parents. Donc, je pense que du coup, en s'intéressant à ces jeux, ça permet de mieux comprendre aussi et du coup de mettre aussi une éducation aux médias numériques en place au sein de la famille pour éviter les questions d'addiction aussi liées au temps, mais il n'y a pas que, il y a aussi les mésusages liés à des outils qui ne sont pas adaptés à leur âge et qui vont aussi engendrer des problématiques. On voit chez les tout petits, ils nous disent aussi des cauchemars la nuit, bien évidemment, parce qu'ils vont avoir affaire à des images choquantes, mais comme on pourrait aussi avoir des images choquantes quand on regarde le journal télévisé aussi, qui n'est pas du tout adapté. Combien de parents mettent en fond le journal télévisé, même si des fois il n'y a pas le son, mais ils ont tout simplement, ils disent qu'ils ont besoin d'une présence dans la pièce. Et de fait, il va y avoir des images choquantes. Voilà, donc... alors, est-ce qu'il… Alors, il y a deux, voilà, il y a deux choses. Il y a l'ORCHAC qui nous dit qu'il existe des consultations famille pour les addictions aux jeux. Donc ça, effectivement, je pense que c'est dans les CJC que ça se fait le plus souvent, mais peut-être qu'il faut se rapprocher des XAPA qui sont proches de chez vous. Et donc, il y avait aussi toute une question autour de l'addiction au téléphone portable avec, nous avons accueilli au sein de l'association un adulte qui ne décroche jamais les yeux de son téléphone, qui nous parle tout en regardant son téléphone. Et du coup, j'allais aussi intervenir en disant que dans mes consultations de médecine générale, quand je rentre dans la salle d'attente, tout le monde est sur son portable. Alors, c'est vrai qu'avant, tout le monde avait les journaux éventuellement qu'on laissait, mais depuis le Covid, on ne laisse plus de journaux. Donc, il faut aussi comprendre les évolutions. Donc, moi, du coup, j'aime bien interpeller les gens qui sont côte à côte en se demandant s'ils sont en train de s'envoyer des SMS entre père et enfant. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, il faut, je pense aussi, toujours un peu relativiser un certain nombre de choses et les mettre dans le contexte actuel. Alors, donc, par rapport à ces téléphones portables, est-ce que c'est une vraie plaie ou pas? Alors, bien sûr que c'est une plaie, mais vous parliez de la salle d'attente. Je dirais que quand vous voyez au restaurant des couples qui ne se parlent pas durant le repas et qui sont derrière leur téléphone, je dirais que ça aussi, en tout cas, ça nous interroge. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons aussi ce type d'attitude, donc, ce n'est pas que les enfants. Il faut aussi dire que les enfants agissent par mimétisme et que du coup, ils ne font que reproduire souvent ce que les adultes font. Et je vois bien combien c'est prégnant ces 2 dernières années lors de nos interventions auprès de jeunes qui nous disent nous, on aimerait passer du temps avec nos parents, mais ils sont tout le temps derrière leur téléphone. Donc, vous voyez que là, ce sont des mots d'enfants dont je vous parle et qui sont de plus en plus prégnants, qui doivent interroger les parents et les professionnels sur quel temps aussi nous dédions à nos enfants pour éviter effectivement qu'eux-mêmes
soient complètement désemparés, c'est-à-dire comme un ennemi en termes de relations parents-enfants, c'est-à-dire que est-ce que mes parents préfèrent leur téléphone à moi-même? Voilà, c'est les questions qui se posent aujourd'hui. Donc, ça doit nous interroger. Alors, aujourd'hui, bien sûr, le téléphone portable, on va dire, l'usage du téléphone portable n'est pas reconnu comme une addiction. Je vous ai cité tout à l'heure les addictions qui étaient vraiment reconnues, qui entrent dans la grille de la santé mentale, notamment la CIM-11 pour la dernière, pour le truc du jeu vidéo. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une problématique de santé publique. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien ce téléphone qui nous accapare au quotidien, qui nous empêche déjà de développer des relations sociales, puisque du coup, on est complètement isolé et que du coup aussi, ça veut dire que donc ça va pas développer nos relations sociales, mais aussi ça veut dire que ce téléphone va nous empêcher effectivement de faire un certain nombre de choses que nous pourrions faire, notamment, on a parlé tout à l'heure de nos activités de loisirs et de plaisir, qui pour certains, on va dire, s'empêchent parce qu'ils ont dans cette relation-là. Après, ça pose aussi plutôt des problématiques, je dirais, liées aux usages. C'est pas l'écran lui-même qui pose problème, ce sont les usages que nous en avons. Et notamment, je vois bien avec le réseau social comme Instagram, aujourd'hui, qui pose vraiment de problèmes auprès des jeunes filles. On a vu une augmentation de plus de 200% d'augmentation de chirurgie esthétique. Je veux faire le nez selfie, je veux les fesses de Kim Kardashian. Aujourd'hui, on voit ces opérations dans les pays du Maghreb qui se développent parce que chez eux, il y a l'autorisation de faire ce qu'on appelle le 3 en 1, hein, donc 3 opérations en même temps, où pendant 72 heures, vous êtes logé dans un hôtel 5 étoiles, on vous fait cette opération et ensuite vous reprenez un avion pour revenir. Et on voit bien que c'est en fin de compte la relation à l'image des jeunes filles qui sont extrêmement mal dans leur peau parce qu'elles veulent ressembler à leur idole préférée, à leur mannequin préféré, s'identifier bien sûr à elles. Et de ce fait, elles vont mettre tout en œuvre pour pouvoir ressembler à leur star préférée, y compris la question des filtres, bien évidemment, où aujourd'hui, on ne veut plus effectivement poster une photo si on n'a pas appliqué un certain nombre de filtres, quoi. Le filtre devient la norme aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, pas que chez les jeunes, aussi pour beaucoup d'adultes. Donc, toutes ces problématiques, bien sûr, elles ne sont pas liées au portable, elles sont plutôt liées aux usages que l'on va faire, bien évidemment, de toutes ces applications qui nous sont presque, on va dire, indispensables, surtout chez les jeunes, quand on veut rester branché, mais aussi chez tous les adultes qui ne veulent pas vieillir. Alors, des réactions. Est-ce que vous auriez encore un manque? Quelque chose qui serait nécessaire à ce que votre journée soit meilleure aujourd'hui? Une question qui va vous empêcher de manger? Non. De dormir? De vous remettre devant votre écran? Ben non, j'espère pas. Pardon? Je dis, j'espère pas, j'espère qu'au contraire, ça va vous donner envie d'aller faire beaucoup d'autres activités que les écrans. Et alors, la réalité, c'est effectivement quand on propose à des jeunes d'aller faire autre chose, ils sont très contents d'aller les faire quand même. Il faut pas rêver, hein. On est encore quand même avec des réalités. Donc, nous avons que des gens qui sont contents, qui répondent. Donc, eh ben, c'est bien. Eh ben, alors, on va peut-être arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, si on n'a plus rien, non, je vois rien qui arrive. Donc, eh ben, Madame Blin, merci beaucoup. C'était très, très intéressant, très large et tout plein d'ouverture comme on aime ce genre de propos, parce que voilà, le dogmatisme qui est parfois un petit peu de mise dans ce genre de problématique est pas très intéressant. Et du coup, le prochain Art Café, il aura lieu le 6 décembre. C'est sur les nouveaux usages de l'alcool chez les jeunes
et les représentations sociales, comment pour comprendre, pour agir en prévention. Donc, j'espère que ça va vous tenter. Je ne sais pas, un petit mot de la fin, Madame Blin? Écoutez, moi, j'ai été vraiment ravie de partager ce webinaire avec vous. Sachez que effectivement, si vous avez d'autres questions aussi, voilà, on est ouvert, bien évidemment, pour vous apporter des réponses. Et que je crois qu'il est important aussi voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà, ce sont des éléments qui sont assez récents, ces questions de jeux vidéo. Et je crois que tous ensemble, nous pouvons faire en sorte que les enfants comme les adultes, nous conservions aussi cette vie où nous pouvons partager, échanger, voilà, se voir. Et je crois que ça doit rester la norme aujourd'hui, le partage et l'échange entre nous tous. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on attend les documents que vous nous avez proposés et on les diffusera. Et je vois qu'il y a 2 personnes d'Arca Sud qui sont juste à côté de moi, donc je vais aller leur faire la bise, bien que ça ne se fasse plus. Voilà, ça nous permet de clore aujourd'hui notre Art Café et à très bientôt. Merci, bonne journée.